Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une milliardaire trouve un garçon noir sur la tombe de son fils, et la suite est incroyable. Le vent soufflait doucement dans les grands cyprès du Green Hill Memorial Park, caressant les branches comme des doigts invisibles jouant une berceuse mélancolique. Les feuilles mortes, rousses et dorées, s'éparpillaient sur les allées de gravier blanc, formant des sentiers de souvenirs épars. Ce cimetière privé, immaculé, était niché au cœur de la banlieue huppée de Charleston, en Caroline du Sud, entouré de murets de pierre ancienne, de statues d'anges silencieux, et de bancs en marbre que plus personne n'occupait vraiment. Ce matin-là, comme chaque samedi depuis 1000 jours ou presque, Mary-Beth Caldwell descendit lentement de sa berline noire, élégante et discrète. Son chauffeur personnel, James, un homme aussi discret que loyal, ouvrit la portière sans un mot. Elle posa le pied sur le sol gelé, en s'appuyant légèrement sur sa canne, puis inspira profondément. Elle était vêtue d'un long manteau en cachemire crème, dont les plis tombaient avec élégance jusqu'aux chevilles. Ses gants en cuir souple, couleur noisette, enveloppaient des mains marquées par le temps mais toujours pleines de grâce. Sur son bras reposait un bouquet de lys blanc, frais du matin, soigneusement noué par son fleuriste habituel. C'étaient les fleurs préférées d'Andrew, son fils, son monde. Depuis 3 ans, depuis ce coup de téléphone un soir d'hiver qui avait brisé sa réalité en 1000 morceaux, Mary-Beth n'était plus tout à fait vivante. Elle avait quitté la présidence du Caldwell Real Estate Group, refusé les cocktails d'investisseurs, fermé la porte à ses amies mondaines et aux dîners de gala. Son univers s'était réduit à ses visites hebdomadaires, devenu un rite silencieux de survie. Chaque samedi, à la même heure, elle venait ici, marchait seule entre les pierres froides, jusqu'à celle où était gravé le nom d'Andrew Philip Caldwell, architecte, philanthrope, une lumière dans ce monde, selon l'épitaphe. Elle s'asseyait sur le banc en granit, posait les fleurs au pied de la tombe, fermait les yeux et entamait un dialogue intérieur. Elle lui racontait sa semaine, posait des questions auxquelles elle imaginait les réponses, revivait les rires de l'enfance, les silences de l'adolescence, et ces dernières années volées par un destin cruel. Mais ce matin-là, quelque chose interrompit le rituel. Alors qu'elle tournait au détour de l'allée bordée de buissons taillés au cordeau, elle s'arrêta net. Quelqu'un était là. Un garçon noir, frêle et silencieux, assis directement sur l'herbe fraîche, juste devant la tombe d'Andrew. Il portait un blouson trop grand pour lui, élimé au niveau des coudes, et un bonnet gris qui lui descendait presque sur les yeux. Il ne remarqua ni la voiture, ni le claquement des talons de Mary-Beth sur le gravier, ni même l'ombre qui tombait désormais sur lui. Son attention était tout entière tournée vers la pierre tombale. Il avait posé dessus, très soigneusement, une petite voiture rouge en plastique, un jouet usé mais encore intact, comme une offrande. Il murmurait quelque chose, très bas. Un souffle de mots indistincts. Une prière peut-être. Ou un souvenir. Mary-Beth sentit son cœur ralentir. Elle ne bougea pas, n'osa ni parler ni interrompre cette scène étrangement sacrée. Il y avait là une solennité qu'elle reconnaissait. Un chagrin ancien. Elle serra le bouquet de lys contre elle, trop fort sans s'en rendre compte, jusqu'à froisser une des tiges. Pendant quelques secondes, elle ne vit pas un étranger sur la tombe de son fils. Elle vit une connexion invisible, une passerelle entre deux mondes. Et elle sut, avant même d'ouvrir la bouche, que ce garçon n'était pas là par hasard. Mary-Beth s'approcha doucement, le cœur battant un peu plus vite qu'à l'ordinaire. Ses sourcils froncés trahissaient une confusion inattendue, presque une angoisse sourde. Elle n'avait pas l'habitude d'être surprise, encore moins dans ce lieu, ce sanctuaire personnel où tout était figé depuis 3 ans. Elle s'arrêta à 1 mètre du garçon et dit, d'une voix douce, voilée mais empreinte d'autorité. « Excuse-moi, c'est la tombe de mon fils. » Le garçon leva lentement les yeux vers elle. Son visage était jeune, lisse, mais marqué par une gravité étrange pour un enfant de son âge. Il devait avoir tout juste 10 ans. Son regard était calme, profond, presque trop adulte. Il ne montra ni peur, ni gêne, ni le réflexe de s'enfuir comme tant d'enfants l'auraient fait à sa place. Il répondit avec une simplicité désarmante, comme s'il récita une vérité inattaquable. « Je sais. C'est Andrew Caldwell. Il était mon ami. »
Les mots résonnèrent en Marie-Beth comme un coup de tonnerre dans un ciel fermé. Son ami? Elle répéta, presque sans y croire. Ton ami? Le garçon hocha la tête avec une conviction tranquille. Il venait au Camden Youth Center, expliqua-t-il, en pointant vaguement du doigt vers le sud, au-delà des grilles du cimetière. Là où je vais après l'école. Il nous aidait avec nos devoirs. Il m'a appris les divisions longues, et aussi à construire des avions en papier qui volent droit, pas ceux qui tournent comme des fous. Il m'a offert cette voiture, la dernière fois qu'il est venu. Il montra la petite voiture rouge posée avec soin sur la pierre tombale, comme une relique. Marie-Beth sentit quelque chose se fissurer en elle. Une faille intérieure. Jamais, au grand jamais, Andrew ne lui avait parlé de ce centre. Elle connaissait son emploi du temps, ses projets, sa carrière brillante. Ou du moins, elle croyait les connaître. Il n'avait jamais évoqué un engagement communautaire, encore moins ce lien discret et puissant avec un enfant. Et pourtant, en cet instant précis, elle découvrait un PAN entier de la vie de son fils, un PAN invisible mais essentiel, celui qui parlait de son âme plus que de ses titres. Elle murmura, presque en s'excusant. « Comment t'appelles-tu » ? Jallan. Jallan Turner. Elle le regarda avec plus d'attention. Son manteau était trop fin pour le froid mordant de novembre. Ses vêtements étaient propres, soigneusement repassés, mais usés aux coutures, aux genoux. Un enfant de peu de moyens, mais élevé avec dignité. Marie-Beth sentit ses jambes faiblir sous le poids de l'émotion. Elle s'assit lentement sur le banc de pierre, à côté de lui, sans rien dire pendant quelques secondes. Elle se frotta les mains nerveusement, le regard fixé sur la pierre grise où le nom de son fils était gravé. Andrew Philip Caldwell. Même les lettres semblaient différentes aujourd'hui. « Tu viens souvent ici » demanda-t-elle enfin. Jallan acquiesça, sans détourner les yeux de la tombe. « Tous les samedis. » « Comme aujourd'hui. » « Je lui parle. » Il m'a dit un jour. « Même si je pars, t'as juste à me parler ici, et je serai là. » Ces mots tombèrent sur Marie-Beth comme une pluie tiède sur un cœur en hiver. Ils la traversèrent. Ils étaient si simples. Si purs. Et tellement typiques d'Andrew. Ce genre de promesses silencieuses, presque mystiques, qu'il lançait parfois sans qu'on les prenne au sérieux. Elle ne dit rien. Sa gorge se noua. Une larme, unique, glissa le long de sa joue ridée. Elle regarda la petite voiture rouge, soudain précieuse, presque sacrée. Elle ne savait plus si elle avait le droit d'être en colère de ne pas avoir su, ou simplement reconnaissante. Elle se tourna lentement vers Jallan. « Tu as mangé ce matin » Le garçon secoua doucement la tête. Elle se leva, d'un geste lent mais déterminé, comme si un choix venait de se faire en elle. « Viens. Je t'invite à déjeuner. » Il la regarda, hésitant. Son instinct d'enfant le rendait prudent, mais pas craintif. Il voulait dire oui. Mais il pensa d'abord à sa mère. « Je dois demander à ma maman, » dit-il avec sérieux. Marie-Beth sourit légèrement, pour la première fois depuis longtemps. « Bien sûr. Tu peux me donner son numéro ? Je l'appellerai tout de suite. » Elle sortit son téléphone de son sac à main en cuir noir, prêt à composer. Et pour la première fois depuis la mort de son fils, le vide qui hurlait en elle fut percé d'un petit rayon de lumière. Keisha Turner, la mère de Jallan, était une femme forte au regard direct, forgée par les réalités du quotidien. Infirmière de nuit à l'hôpital régional de Charleston, elle enchaînait les gardes de 12 heures, souvent 6 jours sur 7, pour subvenir aux besoins de son fils. Sa vie était une succession de réveils précipités, de trajets en bus, de repas improvisés, de factures à gérer, et malgré cela, elle gardait la tête haute. Ce qu'elle possédait, elle l'avait conquis par la sueur, le sacrifice, et une foi farouche en son fils. Quand Marie-Beth appela pour la première fois, Keisha était méfiante. Elle écouta la voix polie et posée de cette femme blanche, bien articulée, au ton presque aristocratique. Une voix trop calme. Trop douce. Trop riche. Elle avait déjà vu ce genre de personne dans les couloirs privés de l'hôpital, bienveillante en apparence, mais souvent pleine de pitié condescendante, ou d'intentions voilées. Une milliardaire qui s'intéressait à son fils ? Elle se raidit instantanément. Dans ce monde,
Rien n'était gratuit. Trop de promesses, trop de paroles vides, trop de portes qui se referment dès qu'on montre son adresse ou la couleur de sa peau. Pourtant, quelque chose dans la voix de Marie-Beth, peut-être cette fatigue qu'elle dissimulait mal, éveilla une curiosité prudente. Elle rappela dans l'heure. Sa réponse fut brève et directe. Si vous voulez me parler, Madame Caldwell, ce sera dans un endroit neutre. Pas chez vous, et pas chez moi non plus. Marie-Beth accepta sans discuter. Elle proposa un café modeste dans le quartier de Northbridge, loin de ses cercles habituels, où les tables étaient en bois rayé et les serveuses appelaient tout le monde venait. Le jour même, elles se retrouvèrent face à face, dans une lumière de fin d'après-midi filtrée à travers une vitre sale. Keisha arriva en uniforme, les traits tirés, les paupières alourdies par la fatigue. Marie-Beth, elle, portait un chemisier perle et un cardigan beige, ses bijoux discrets mais raffinés. Deux mondes. Deux femmes. Deux douleurs. Marie-Beth ne parla ni d'argent, ni de charité, ni de projet d'avenir. Elle parla d'Andrew. Elle raconta, la voix brisée par moments, comment elle avait cru connaître son fils, et comment la rencontre avec Jalland avait bouleversé cette certitude. Elle évoqua les samedis, la pierre tombale, le silence, la voiture rouge posée là comme une offrande. Elle dit qu'elle n'était pas venue prendre quoi que ce soit, ni offrir une aumône. Elle voulait simplement comprendre. Et peut-être, dans ce garçon, retrouver un fragment de ce qu'Andrew avait été. Keisha resta silencieuse un long moment. Elle tenait sa tasse de café entre ses mains calleuses, comme pour s'y réchauffer. Son regard était franc, presque perçant. Jalland m'a dit un jour qu'il voulait devenir un homme comme Andrew. Elle marqua une pause, les yeux dans le vague. Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire. Il me disait qu'Andrew écoutait pour de vrai. Qu'il ne parlait jamais comme les adultes qui veulent avoir raison. Qu'il était là, tout simplement. Même fatigué, même occupé, il revenait toujours. Elle regarda Marie-Beth en face. Maintenant je comprends. Je comprends pourquoi il l'aimait autant. Pourquoi il revient sur sa tombe chaque semaine. Vous avez élevé un homme bien, Madame Caldwell. Marie-Beth, habituellement droite comme un piquet, sentit son dos s'arrondir sous le poids de cette reconnaissance. Elle hocha la tête, les yeux embués. Et vous avez élevé un fils extraordinaire, Keisha. Il m'a redonné le goût de respirer. Un silence s'installa. Cette fois, il ne pesait pas. Il y est. C'est ainsi que commença une relation improbable, entre deux femmes que tout opposait en apparence, la richesse et la modestie, la couleur de peau, le quartier, l'histoire, mais que le deuil, l'amour d'un fils, et la dignité avaient réuni. Ce n'était pas une amitié immédiate. Pas une de celles où l'on échange des confidences à la première rencontre. Mais un pacte silencieux, né de la reconnaissance mutuelle de leurs blessures, et du besoin commun de veiller sur Jalland. Marie-Beth commença à inviter Jalland chez elle certains week-ends, d'abord une fois, puis deux, puis presque régulièrement. Cela ne ressemblait pas à une décision préméditée, mais plutôt à un élan du cœur, un besoin profond, vital même, d'entendre à nouveau de la vie résonner dans sa demeure silencieuse. La première fois qu'il franchit les portes du manoir Caldwell, Jalland ouvrit de grands yeux. Il n'avait jamais vu un tel endroit. Les plafonds étaient hauts, les escaliers en colimaçon sculptés dans du bois sombre. Des tableaux d'art encadraient les murs, et une douce odeur de cire d'abeille flottait dans l'air. Pourtant, malgré le luxe, rien ne semblait froid. Marie-Beth elle-même avait redécouvert son foyer à travers les yeux émerveillés de l'enfant. Elle s'était surprise à épousseter les cadres, à faire ouvrir les volets, à demander à James, son chauffeur, d'installer une balançoire dans le vieux chêne du jardin. Un samedi après-midi, elle l'emmena dans la grande bibliothèque attenante au salon. Des milliers de livres y reposaient, classés avec minutie, presque oubliés depuis la mort d'Andrew. Elle posa sa main sur l'épaule de Jalland. C'est ici qu'il passait des heures. Il lisait de tout. Mais surtout les livres d'architecture et de mathématiques. Il adorait comprendre comment les choses tenaient debout, et pourquoi elles s'écroulaient. Jalland hocha la tête, déjà attiré par une étagère de gros ouvrages illustrés. Il se mit à feuilleter un atlas d'urbanisme comme s'il explorait un trésor ancien. Il posait des dizaines de questions, notait des idées, et esquissait déjà des formes dans un cahier qu'elle lui avait offert.
Peu à peu, Marie-Beth lui fit découvrir les échecs-jeux qu'elle n'avait plus touchés depuis la mort de son mari, puis les livres de géométrie, et surtout les maquettes d'architecture qu'Andrew avait laissées. Certaines étaient inachevées, d'autres si précises qu'elles semblaient respirer. Jalland les étudiait comme un apprenti devant les croquis d'un maître. Il absorbait tout. Curieux, vif, à l'écoute. Il ne parlait pas beaucoup de lui, mais chaque silence était habité, chaque regard chargé de gratitude. Marie-Beth, elle, se redécouvrait dans ce rôle qu'elle n'avait jamais vraiment tenu, celui d'un témoin actif de l'enfance, non pas comme une éducatrice ou une mentor, mais simplement comme une présence stable, patiente et aimante. En parallèle, Marie-Beth fit rénover discrètement le Camden Youth Center. Les salles furent repeintes, les ordinateurs remplacés, une nouvelle salle d'études équipée. Elle ne signa aucun chèque ostentatoire, ne coupa aucun ruban. Tout fut fait sous le nom de la Fondation Caldwell, sans photo de presse. Ce n'était pas de la charité, c'était de la mémoire. Elle voulait prolonger l'œuvre invisible de son fils, celle qu'elle n'avait découverte que trop tard. Puis elle alla plus loin. Elle créa une bourse d'excellence, sobrement intitulée Andrew Caldwell Scholarship, dédiée aux jeunes brillants issus de milieux modestes, porteurs de rêves et de discipline. Jalland fut le tout premier bénéficiaire. Mais l'argent, les livres, les projets, tout cela n'était que toile de fond. Ce qui bouleversait les gens qui les voyaient ensemble, c'était la tendresse. Une affection douce, sans prétention. Quelque chose de rare, que même les plus fortunés ne peuvent acheter. Marie-Beth lisait à Jalland le soir, sur le grand canapé en cuir du salon, les pieds posés sur un vieux plaid en laine. Elle reprenait goût à la voix, à la parole, à la chaleur des histoires partagées. Il adorait les récits d'inventeurs, de bâtisseurs, mais aussi les contes de justice et de courage. De son côté, Jalland lui montrait ses dessins, parfois maladroits, mais pleins d'intuition. Elle les collectionnait dans une grande chemise cartonnée, y notait la date, les progrès, les commentaires. Et il riait souvent. De tout, de rien. Des biscuits qu'elle brûlait en essayant de cuisiner. Des miaulements graves du vieux chat. De ces expressions un peu démodées, qu'il répétait pour la taquiner. Marie-Beth n'avait jamais connu cela. Même avec Andrew. Elle l'avait aimé, bien sûr. Mais elle l'avait aussi façonné, poussé, guidé vers l'excellence avec la rigueur d'une femme d'affaires. Elle lui avait offert les meilleures écoles, les meilleures opportunités, mais jamais le luxe le plus précieux, celui du temps partagé sans but. De l'écoute sans attente. De la simple présence. Avec Jalland, elle ne cherchait pas à former un successeur. Elle était juste là. Et il était là. Et dans cet échange silencieux, ils réparaient ensemble quelque chose que le monde avait brisé en eux. 2 ans plus tard, Jalland Turner, désormais adolescent, intégra la prestigieuse Lincoln Preparatory Academy, l'un des établissements les plus réputés de toute la Caroline du Sud. Située sur une colline entourée de magnolias centenaires, l'école accueillait les futurs leaders du pays, médecins, ingénieurs, écrivains, juges. Et désormais, lui. Dès les premiers mois, il brilla. Il n'était pas seulement doué, il était passionné. Il avalait les manuels de mathématiques comme d'autres lisent des romans, passait ses pauses à programmer des circuits électroniques, participait à des concours de poésie, de logique, d'éloquence. En robotique, il était le plus jeune membre de l'équipe, mais déjà leur moteur créatif. Marie-Beth, fidèle à elle-même, assistait à toutes ces compétitions. Elle s'asseyait toujours au premier rang, tricotant lentement, le regard fixé sur lui, le cœur gonflé d'un mélange d'amour et de fierté qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir ressentir de nouveau. Ses voisins de gradin la reconnaissaient maintenant, certains lui adressaient des sourires complices, c'est la dame du garçon au blazer bleu. Mais personne ne savait toute l'histoire. Puis vint le concours national de sciences appliquées, à Atlanta. Des centaines de jeunes venus des 50 États. Une compétition féroce, des jurés exigeants. Jalland y présenta un projet de robot éducatif capable d'aider les enfants en difficulté à apprendre les bases du calcul par le jeu. Le prototype, modeste en apparence, impressionna par son efficacité, sa sensibilité à la voix et l'intelligence de son algorithme. Quand le nom de Jalland Turner fut appelé pour la médaille d'or, un silence de surprise parcourut la salle, suivi d'une standing ovation. Dans un auditorium bondé,
Alors que les lumières se braquaient sur lui, Jalal monta sur scène, tremblant un peu, tenant sa petite feuille de papier dans les mains. Il inspira profondément. Et parla. Je suis ici grâce à 3 personnes. 3 piliers dans ma vie. Ma mère, d'abord. Keisha Turner. Elle travaille de nuit à l'hôpital. Elle dort peu, mange souvent debout, mais elle a toujours été là. Même quand j'avais envie d'abandonner, elle me regardait et me disait « Tu vas y arriver, parce que tu le veux ». Ensuite, Andrew Caldwell. Il n'est plus là aujourd'hui, mais il a été le premier à croire en moi, avant même que je comprenne ce que valait mon esprit. Il m'a montré que la bonté pouvait changer une vie, même en silence, même en passant juste 1 heure avec un enfant. Et enfin, Miss Maribeth. Elle a perdu son fils. Et au lieu de fermer son cœur, elle a décidé d'ouvrir le sien à un autre enfant. Elle m'a appris que même après une grande perte, on peut encore aimer. Et que l'amour, c'est parfois simplement rester là, sans condition. Dans l'assistance, Maribeth Caldwell ne bougea pas. Elle ne leva pas la main pour applaudir, ni ne se cacha le visage. Elle resta droite, digne, le regard embué, pleurant en silence. Une larme coula le long de sa joue, et tomba sur la laine de son ouvrage inachevé. À ce moment-là, elle ne fut pas Madame Caldwell. Ni la riche veuve du magnate de l'immobilier. Elle fut grand-mère. Famille. Quelques mois plus tard, elle annonça la création de la Fondation Andrew et Jalal, une organisation à but non lucratif dédiée à l'accès à l'éducation, aux technologies et au mentorat pour les enfants des quartiers défavorisés. Dans une interview télévisée sobre et sans apparat, Maribeth déclara : « Je croyais avoir tout perdu quand Andrew est mort. Mon avenir. Mon héritage. Mon cœur. Mais ce jour-là, devant sa tombe, j'ai compris qu'il m'avait laissé un cadeau bien plus précieux qu'un nom ou une fortune. Il m'avait laissé un lien. Un prolongement vivant de son cœur. Et aujourd'hui, ce lien s'appelle Jalal. » Des années passèrent. Jalal Turner grandit, obtint une bourse complète à MIT, puis un doctorat en ingénierie sociale et intelligence artificielle. Il aurait pu travailler pour la Silicon Valley, ou pour la NASA. Il refusa. Il choisit de revenir à Charleston, là où tout avait commencé. Avec le soutien de la Fondation, il lança un programme d'éducation numérique mobile, destiné aux enfants sans accès aux écoles de qualité. Des bus transformés en salles de classe roulantes, des tablettes distribuées gratuitement, des mentors bénévoles formés. Le tout piloté par un jeune homme qui n'avait jamais oublié qu'il avait vu en premier. Lors de la cérémonie d'inauguration du premier centre fixe du programme, Jalal s'adressa à la foule avec émotion. Mon histoire a commencé sur une tombe. Mais grâce à elle, j'ai appris à vivre. J'ai appris que les liens les plus puissants ne sont pas ceux du sang, mais ceux de l'âme. Ceux qu'on tisse dans le silence, dans l'écoute, dans la confiance. Et je suis ici aujourd'hui, non pas pour rendre hommage à mon passé, mais pour construire des futurs. Et dans la première salle de classe de ce centre, sur le mur d'entrée, un tableau en bois portait 2 noms gravés à leur fin. En mémoire d'Andrew Caldwell, en honneur de Jalal Turner. Parce que parfois, une vie éteinte rallume une autre.